Très ravie de vous retrouver à 20h. Bonsoir à tous, bienvenue. À la une de l'actualité, Mamadi Condé, alias Madik Sans Frontières, a été condamné ce lundi à 5 ans de prison ferme et 100 millions d'amende. Les avocats des militants de l'UFDG dénoncent une décision politique et comptent relever appel. Vers la digitalisation de la gestion des activités du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est le département de tutelle qui l'a annoncé ce lundi. Idrissa Bari nous en dira plus dans ce journal. Et puis l'homosexualité, ce phénomène qui est de plus en plus visible dans notre société, a intéressé notre rédaction dans la vie courante ou sur les réseaux sociaux. Ils et elles ne passent plus inaperçus et revendiquent leur côté transgenre. Les détails dans ce journal. 5 ans d'emprisonnement ferme et 100 millions d'amende. C'est la peine infligée à Mamadi Condé alias Madik Sans Frontières. Le verdict a été prononcé ce lundi au tribunal de première instance de Dixine où les audiences se sont tenues et ses avocats dénoncent une décision politique. Ils ont aussitôt émis le souhait de relever appel car pour eux, leur client est un innocent condamné à tort. André Mossi Milimono et Aboubakar Keke Bangoura. Le verdict est enfin prononcé. Sans surprise, Madik Sans Frontières retourne en prison pour 5 ans. Sa condamnation passe mal chez ses avocats qui dénoncent une décision injuste. Nous estimons que le tribunal a été très exagéré dans le prononcé de la peine consécutive à l'infraction reprochée à M. Condé. M. Condé n'est pas le seul qui est mis en cause dans de tels faits. À longueur de journée, de l'autre côté, nous voyons des communicants qui profèrent des propos plus virulents, plus, disons, insolents que ce qu'on reproche à M. Condé. Mais nous ne comprenons pas que l'impunité soit garantie dans un camp et la répression soit, n'est-ce pas, le moteur des poursuites de l'autre côté. Les avocats ne comptent pas baisser les bras. Ils décident de relever appel et restent convaincus que leur client sera rétabli dans ses droits lors du procès en appel. Nous n'acceptons pas cette décision. Nous la rejetons purement et simplement. Nous allons, dans les minutes à venir, formaliser notre recours et nous estimons que le droit sera dit en appel, que cette peine sera sensiblement diminué en appel. Madik Sans Frontières a été poursuivi pour téléchargement, diffusion de messages, dessins de nature raciste ou xénophobe, menaces, violences et injures par le biais d'un système informatique. Lors du dernier procès, il avait regretté ses actes et demandé pardon au président de la République. Cela n'a pas empêché sa condamnation. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'engage dans la digitalisation de la gestion de ses activités. C'est le ministre qui l'a annoncé ce lundi à l'occasion de la journée de partage des activités en cours et les perspectives de son département. Le compte-rendu de Idrissa Bari et Aboubakar Kamara. La Guinée n'arrive pas encore à scolariser tous ses fils et filles en âge d'aller à l'école. Même si l'ensemble des familles souhaitent envoyer les enfants à l'école, l'offre éducative du pays étant faible ne le permet pas. Ce sont des propos du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui a dépeint les maux dont souffre l'école guinéenne. Conscient de cette réalité, le département souhaite tant bien que mal inverser la tendance à travers un projet de digitalisation de l'ensemble de ses activités. La première thématique, le premier groupe qu'on va créer très rapidement, c'est le groupe sur la digitalisation, pour fédérer les énergies, pour assurer les complémentarités. Le deuxième groupe, c'est tout ce qui est lié à l'évaluation. Évaluation dans les classes intermédiaires, évaluation dans les classes d'examen. Et puis le troisième groupe qu'on va mettre très rapidement en place, ce sera probablement le groupe sur la réforme curriculaire et la diversification au niveau des lycées. Je pense que ce sont 3 actions extrêmement importantes sur lesquelles il y a beaucoup d'intervenants et nous préférons que tout le monde se mette autour de la table pour que l'on regarde dans la même direction. Avec la digitalisation, le département de l'éducation pourra être à mesure de contrôler le mouvement de son personnel à l'intérieur des structures déconcentrées
et d'assurer le suivi de la présence physique des uns et des autres au poste de travail. Le MENA compte sur la digitalisation pour planifier et gérer de façon informatisée les prochains examens nationaux. À cette rencontre de partage, des partenaires sociaux, mais aussi techniques et financiers du système éducatif. Dans toutes ces interventions, il a été question d'appuyer le système éducatif. Tous les systèmes éducatifs africains ne sont pas à point. Chaque système a ses problèmes, a ses défis à relever. Donc le nôtre aussi a des défis et les partenaires ont promis, n'est-ce pas, d'appuyer le système éducatif, d'appuyer la vision du gouvernement en matière de politique éducative. Selon le professeur Banobari, la qualification du système éducatif guinéen passe nécessairement par la mise en œuvre des réformes nécessaires avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Un atelier d'information sur les actions de l'Union européenne et les opportunités de financement s'est tenu ce lundi à Conakry. L'initiative est de la Direction générale du Service national de l'ordonnateur du Fonds européen de développement. Objectif: améliorer les connaissances des participants, notamment les acteurs de la société civile, sur la mise en œuvre des projets en Guinée. Justin Leno et Tierno Sadouba. Cet atelier d'information est au profit des acteurs non étatiques et ceux évoluant dans le secteur privé. Il vise à les outiller sur les actions de l'Union européenne, mais également sur le financement des projets de développement socio-économique en Guinée. Donc cet atelier va servir en fait aux parties, on va dire à la société civile, aux autres partenaires des différents départements sectoriels qui sont là, de pouvoir avoir l'information sur ce que l'Union européenne est disposée à faire pour la Guinée. Quels sont les appuis financiers qui existent au niveau de la cellule de l'ordonnateur du Fonds européen pour le développement, qui sont disponibles en fait pour aider les différents acteurs de la société civile. Les participants au nombre de 100 sont issus des rangs des organisations de la société civile, des acteurs du développement, des créateurs de richesses et du secteur privé. Pour un bon suivi et une bonne mise en œuvre, il faudrait que les bénéficiaires soient informés de l'appui que l'Union européenne leur apporte. Alors, cet appui, il est nombreux. Donc, il est important qu'ils sachent quand même dans quel angle chaque Guinéen peut se positionner par rapport aux retombées de cette coopération entre l'Union européenne et la Guinée. Les artistes aussi sont concernés. Ils bénéficieront d'un fonds d'appui de l'Union européenne pour le développement du secteur. On pense que ça va être pour le bien-être de la culture guinéenne parce qu'on sait bien que le développement passe aussi par la culture. Des renforcements de capacité parce que pour mieux transformer, pour avoir des produits à la taille qu'on peut exporter vers l'Europe, il faut qu'on soit bien, on soit bien formés. L'amélioration de la connaissance des participants sur la mise en œuvre des projets de développement socio-économique est le principal résultat attendu au terme de cette rencontre. Et je vous l'annonçais, l'homosexualité, on en parle. Les jeunes n'hésitent plus à poster sur les réseaux sociaux des images où elles chantent, parfois dansent, avec un nombre de vues surprenant. Pour comprendre ce phénomène, notre équipe de reportage a rencontré un sociologue et un cinéaste qui a réalisé un film dessus. Et pour le premier cité, cela s'explique par la mondialisation, l'impact des réseaux sociaux et le manque d'éducation des jeunes. Alseni Bari, Aboubakar Keke Bangoura. L'homosexualité est un tabou devenu sujet à débat en Guinée. Désormais, les réseaux sociaux sont là. Ils ou elles font presque tout. Des photos, des vidéos, en boîte de nuit ou autres spectacles. Plus besoin de se cacher. La perte de l'autorité parentale, celle de l'école, de la société et l'impact négatif des réseaux sociaux, voilà quelques causes qui expliquent ce phénomène, selon ce sociologue. La seconde cause, il y a aujourd'hui ce phénomène de mondialisation. Ce qui fait que nous, en tant que société des pays du Sud ou moins avancés, nous sommes devenus des sociétés de consommation, y compris sur le plan culturel. Une troisième cause, c'est l'impact des médias. L'impact des médias traditionnels et des médias sociaux.
Le plus grand mal, c'est sans doute les libertés individuelles et les droits de l'homme calqués sur le modèle occidental. J'entendais une fois Obama disait qu'il fallait permettre les homosexuels de se marier, etc., en tant que noirs. Et c'était surprenant, mais en tant qu'Américain, ce n'était pas surprenant. L'une des toutes premières personnes à lancer l'alerte est ce cinéaste à travers son film Dakan en 1996. J'ai voulu présenter ce qui se passe la nuit, parfois en Afrique. Et j'ai été calomnié dans toute l'Afrique. Mais aujourd'hui, Dakan est devenu le film culte. C'est devenu une référence dans la mesure où ça a posé des vrais problèmes de société. Les conséquences sur la société sont énormes. La dépravation des mœurs, la perte de nos valeurs identitaires, et le Guinéen devient ni africain, ni européen, ni asiatique. L'une des conséquences notoires, c'est que le phénomène de l'homosexualité va davantage s'amplifier. Aujourd'hui, ce sont les grandes villes, mais dans quelques années, vous apprendrez que c'est dans les milieux ruraux. Et finalement, ça va s'amplifier. Pour remédier à ce phénomène, il propose des solutions. Il faudrait que dans nos écoles, dans nos familles, au sein de la société, il faudrait que nous fassions la promotion de nos valeurs culturelles, de nos valeurs morales, de nos valeurs sociétales. Nos lois doivent refléter nos réalités socio-culturelles et nos réalités historiques. Ce sujet d'homosexualité est si délicat que certains juristes n'osent pas s'y aventurer. D'ailleurs, au premier coup de fil, ils te ramènent aux calendes grecques. Autre fait de l'actualité, le non-respect des critères et le manque de transparence dans le choix de la structure organisatrice de Miss Guinée sont entre autres points que dénonce la SAESCOM, une structure qui a soumissionné à l'appel à candidature lancé en décembre 2020. CAPAF, c'est le nom de la structure qui aura désormais la charge de l'élection Miss Guinée, mais ce choix, selon d'autres compétiteurs, n'a pas du tout été transparent. Ali Badara Kamara et Abdoulaye Kamara pour le reportage. Les dissensions sont loin de finir autour de l'organisation désormais de la compétition Miss Guinée. Pendant que Joanna Barry se dit propriétaire du Comigui, d'autres structures protestent la manière du choix fait par le département de la culture. Pourtant, c'est suite à l'appel d'offres que la structure CAPAF a été retenue pour l'organisation du concours de beauté en Guinée. Le président de SAESCOM, qui dit avoir disposé tous les dossiers nécessaires, s'interroge sur la transparence et le respect des critères ayant conduit à ce choix. Quand même, c'est très simple. Respectez quand même les clauses des documents, c'est tout ce que je demande. Je ne dis pas que je suis forcément le meilleur, mais s'il me sortent les preuves et que vraiment la dame a mérité, honnêtement parlant, je vais lui apporter ce que je peux pour la réussite de cet événement, puisque c'est pour la cause de la culture guinéenne. Merci. Il faut donner les marchés à ceux qui le méritent. Le président l'a dit, divorçons avec le copinage. C'est pas bon, ça détruit tous les secteurs d'activité. Donnez à ceux qui méritent, évitez le péché. Cet acteur culturel s'interroge par ailleurs sur les critères ayant conduit au choix d'Aminata Diallo. Jusqu'à preuve du contraire, il doute de l'expérience de cette dame dans l'organisation d'un événement national. La directrice de CAPAF, dont il est question, se dit sereine. Ben, ça me fait rire déjà parce qu'on organise des événements ici depuis 5 ans. Donc, vous n'allez pas me dire qu'on organise des événements. Moi, l'événement que j'organise avec ma sœur, c'est presque international parce qu'on invite 23 pays de l'Afrique chaque année ici. Donc, vous n'allez pas me dire que je vais faire un événement aussi grandiose sans licence quand même. Plus loin, Senkofi dénonce l'attitude de certains cadres du département de la culture qu'il accuse d'avoir manqué au respect de certaines procédures dans le processus de recrutement. Je ne savais pas. Mais c'est après la passation des services que j'ai demandé au conseiller juridique. Il dit, mais quand il vient nous appeler maintenant pour la délibération, il dit, mais hier nous avons fait la délibération, c'est-à-dire le lundi. On a fait la délibération le lundi, il dit, mais nous ne sommes pas invités, informés ni invités. Il souhaite une reprise normale de la compétition qu'il faut confier désormais à un cabinet indépendant avec l'implication de la ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Le conseiller personnel du Premier ministre a regagné sa dernière demeure ce lundi au cimetière de Nango dans la commune de Ratoma
Parents, amis et collaborateurs sont venus lui rendre un dernier hommage. Aboubacar Chérif Haïdara, connu sous le nom de Chérif de Washington, est décédé le 1er février dernier des suites du Covid-19. Makissa Kamara, Ibrahim Sori Kamara pour le compte-rendu. Sur laquelle il a grandi et qu'il a servi avec amour et fidélité. Âgé de 52 ans, Boubacar Chérif Haïdara, connu sous le nom de Chérif de Washington, est un homme qui a servi des longues années le pays. Père de 5 enfants et marié à 2 femmes, sa disparition laisse un vide incommensurable auprès de ses proches. Je voudrais lui dire merci. Merci pour l'humanité qu'il a partagée avec chacun et tous. Merci de nous avoir apporté souvent cette paix introuvable. Merci d'avoir été pour tous un ami, un frère, un soutien, un réconfort dans nos vies tourmentées et aléatoires, nos quotidiens toujours éprouvants et parfois insupportables. Vivre dans l'honneur et mourir dans la dignité est un destin possible pour chacun. À bientôt mon frère, que ton Dingré natal pleure, que ta Guinée, si chère à toi et à nous tous, n'oubliera jamais, jamais. Sous le choc, aucun membre de sa famille n'a pu témoigner. Venu lui rendre un dernier hommage, ce proche meurtri croit que le défunt s'en ira en paix parce qu'humble et respectueux il était. Chérif était généreux. Il n'était pas prodigue. Il était charitable, puisqu'il faut faire la différence entre la charité et la prodigalité. Chérif savait ce que c'est que la solidarité et il respectait l'altérité. Chérif aimait et respectait l'autre. À ses épouses, le même message, celui de continuer le combat de Chérif de Washington qui était de conduire ses enfants sur le droit chemin. Je demande à ses épouses de ne pas oublier que cet homme était grand et d'inspirer cette grandeur à ses enfants, de le leur enseigner répétitivement pour qu'ils n'oublient pas. Toute la journée, des témoignages à l'endroit de Boubacar Chérif Haïdara ont été exprimés. Très proche du Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana, Chérif de Washington a rejoint sa dernière demeure ce lundi au cimetière de Nongo. Autre sujet dans ce journal, médaillé de bronze à la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Le CELI local a regagné Conakry ce lundi 8 février 2021. Autorités et supporters ont réservé un accueil chaleureux à l'AP Bangoura et ses hommes à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Le CELI local accompagné des supporters a été reçu après sa parade dans la capitale par le chef de l'État. C'est un reportage de Mamadou Boiba et Amar Alexila rendu par Paul Fatia Tunkara. Il est 13h. Nous sommes à l'aéroport international de Conakry-Bessia où nous attendons l'arrivée du CELI national local. Comme vous le voyez, les supporters sont massivement mobilisés pour ovationner Kamfouri Lapé Bangoura et ses hommes. Certains sont là depuis 8 heures. On est content, très content parce qu'on a eu le 3e place. On a eu le 3e place, on est fiers de notre peuple. On est fiers de la Guinée. Voilà. Oui, la Guinée, on est content. Depuis, on est content tout le monde. Depuis le matin, on est là. On est là pour le CELI local. On fait le mieux. Voilà. Sourire aux lèvres, le ministre d'État des Sports est aussi séduit par le parcours de l'équipe. C'est pourquoi il a demandé au président de la République d'encourager en personne les joueurs. Donc, avec cette belle prestation, nous avons décidé qu'il faut encourager les joueurs, il faut les rendre fiers. Donc c'est ainsi que nous avons décidé de les réserver un accueil chaleureux et de demander au chef de l'État de recevoir les joueurs et les motiver. Mohamed Kamfouri Lapé Bangoura rentre au pays avec le sentiment d'avoir accompli sa mission. D'abord par rapport aux joueurs qui ont été très solides, je pense, sans oublier mon staff qui a su m'accompagner, mais les autorités du pays qui ont mis le moins, la fédération guinéenne, sans oublier particulièrement le président Antonio Soare. Vraiment, c'est une fierté et je trouve tout un peuple joyeux. Même son de cloche chez les joueurs. Même si Mohamed Bangoura dit Yorobo, n'oublie pas que c'est le trophée qui était visé. Il envoie ce message aux supporters.
Nous voulons prendre la coupe, mais Dieu n'a pas voulu. L'homme propose, Dieu dispose. Et je pense que la compétition s'est très bien passée. On remercie le peuple de Guinée, les journalistes et tout le monde, la famille, tout le monde. On vous remercie beaucoup. La Guinée a remporté la médaille de bronze à la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Une première pour le Sili national local qui disputait son 3e CHAN. Et ce journal s'achève. Il a été réalisé par toute la rédaction d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi.